Alors nous avons vu le fonctionnement du cœur avec ce qu'on appelle la révolution cardiaque, qui correspond à un battement, où vous avez la systole, contraction, et la diastole, le repos du cœur. Nous avons également parlé de la possibilité de faire des électrocardiogrammes, c'est-à-dire des enregistrements de l'activité électrique du cœur. L'électrocardiogramme prouve que le cœur a une activité électrique. C'est pourquoi je vous ai préparé une activité qui vous permettra de comprendre comment fonctionne le cœur et notamment comment se fait son activité électrique. Donc, dans un premier temps, expérience analysée. Au repos, la fréquence cardiaque est égale à environ 60 battements par minute. Ça veut dire que voilà, le cœur bat à peu près à 60 battements par minute. Alors je vous avais dit, ça peut aller de 60 à 80 battements. C'est tout à fait normal au repos. Au cours d'une intervention chirurgicale, un cœur est prélevé et isolé de toutes ses connexions avec le reste de l'organisme. Donc ça veut dire qu'on va prélever un cœur et on coupe toutes ces connexions, que ce soit les connexions sanguines, les vaisseaux qui sont autour du cœur, mais surtout les connexions nerveuses. Donc il n'est plus du tout en contact avec le reste du corps. Je vous avais déjà dit qu'un cœur isolé du corps continue à battre. C'est ce qu'on va voir ici dans cette expérience. Alors quand même, pour maintenir le cœur dans de bonnes conditions, on le perfuse avec du sérum physiologique, c'est pour que les cellules restent hydratées, nourries. Et on met également une température à 38 degrés, qui va correspondre plus ou moins à la température corporelle. Donc quand on fait ça, on se rend compte que le cœur continue à battre, et il bat même à un rythme de 120 battements par minute. Donc on va essayer d'analyser ceci pour comprendre comment fonctionne le cœur. Alors, dans un premier temps, vous deviez cocher les adjectifs qui correspondaient au mode de fonctionnement du cœur. Donc que nous apprend cette expérience ? Elle nous apprend que le cœur est capable de se contracter de lui-même quand il est isolé du corps, il continue à battre. Donc s'il continue à battre, ça veut dire qu'il est, troisième réponse, autonome. Quand on est autonome, c'est-à-dire qu'on peut se débrouiller seul sans l'intervention des autres. Ici, le cœur peut se débrouiller seul en dehors des autres, c'est-à-dire des autres organes du corps, en dehors du corps. Donc il est autonome et on peut donc, de la même famille, dire qu'il est automatique. Voilà, il se met en route lui-même. Donc on dit en fait que le cœur est autonome, il est auto-excitable. Auto-excitable, ça veut dire qu'il va se stimuler lui-même. Justement, quand on regarde le rythme cardiaque, on voit que normalement, quand il est dans le corps, le cœur bat à 60 battements minute, alors que isolé du corps et des connexions nerveuses, il bat à 120 battements par minute. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le corps, il y a quelque chose qui peut freiner le cœur. Comme on a compris qu'on a isolé le cœur de ses connexions nerveuses, on en déduit que c'est les connexions nerveuses et donc les nerfs qui freinent le cœur dans votre corps. Donc le cœur, dans le corps, dépend d'un système nerveux, il est régulé par le système nerveux. Dès qu'on va l'isoler, il n'est plus du tout en contact avec les nerfs, de ce fait, il bat plus vite. Donc il est capable de fonctionner plus rapidement. Alors c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec la suite de l'activité, puisque l'idée est de se dire, mais alors si le cœur il est autonome, il est capable donc de battre, de se contracter tout seul, et il se bat même plus vite. Qu'est-ce qui dans le cœur permet de faire ça ? On sait déjà, parce qu'on a eu un cours sur le système nerveux, et sur les muscles d'ailleurs, que en fait, pour contracter un muscle, normalement il faut lui envoyer un message nerveux. Le message nerveux, je vous rappelle, qu'on appelle ça également le potentiel d'action, comprend une phase de dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation. Donc, première étape du potentiel d'action, la dépolarisation. C'est-à-dire que si on veut contracter un muscle, il faut qu'on lui envoie un message nerveux, il faut qu'on le dépolarise. Or, là, le cœur, isolé du corps, ne peut pas recevoir de message nerveux, puisqu'il n'est plus en contact avec les nerfs. Donc le cœur, pour se contracter, il doit faire appel à une autre stratégie. C'est ce qu'on va voir avec les données suivantes.
Si on analyse le tissu cardiaque, hein, on sait que le cœur, on l'appelle le myocarde, donc on sait qu'il est fait de cellules musculaires. Mais en fait, quand on analyse le tissu cardiaque, on voit qu'il y a deux types de cellules. Les cellules A, qu'on appelle des cardiomyocytes ou myocytes cardiaques, donc vous retrouvez la racine cardio, cœur, myo, muscle, donc cellules musculaires. Ces cellules A sont les principales, puisqu'elles représentent 99% de votre cœur. On peut les voir ici en photo. Vous voyez, ce sont toutes ces cellules roses allongées, striées, donc qui vraiment ont l'apparence de cellules musculaires qu'on a déjà étudiées. Donc 99% de votre cœur est constitué de ces cellules cardiaques musculaires. Mais il y a aussi 1% de cellules, donc 1% c'est vraiment pas beaucoup, mais qui ont une structure complètement différente. C'est ce qu'on appelle les cellules B dans l'expérience, hein, cellules nodales ou cardionectrices. On vous précise que ces cellules ressemblent plutôt à des cellules embryonnaires, donc elles n'ont pas du tout l'aspect, ni le rôle, ni le fonctionnement de cellules musculaires. Donc vous voyez ici ces cellules. Alors ce qu'on appelle les cellules embryonnaires, ce sont des cellules souches, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas différenciées, elles ont une forme très classique, hein, plutôt ronde, avec un noyau, un cytoplasme, rien de particulier. Donc on va essayer de comprendre grâce à cela comment le cœur réussit à se contracter tout seul. On vous explique que ces 1% de cellules nodales, sont disséminées, c'est-à-dire éparpillées à plusieurs endroits du cœur. Le premier groupement de cellules nodales qu'on va retrouver dans le cœur, c'est ce qu'on appelle le nœud sinusal. Alors le nœud sinusal se situe donc dans l'oreillette droite, donc ici, à l'abouchement de la veine cave, c'est-à-dire à l'arrivée de des veines caves. Donc la veine cave supérieure ici, la veine cave inférieure en bas qui arrive ici. Donc le nœud sinusal, c'est le numéro 1. Ensuite, on va trouver le nœud septal qu'on appelle également auriculo-ventriculaire. Donc septal, ça fait penser au septum. Auriculo-ventriculaire, oreillette, ventricule. Donc c'est un nœud qui se situe entre l'oreillette et la ventricule, proche du septum. Donc c'est le numéro 2. Donc toujours, ce que j'appelle un nœud, c'est un amas de cellules, un ensemble de cellules. Ensuite, on va avoir le faisceau de His. Donc le faisceau de His, je vous précise qu'il longe le septum. Donc vous allez le retrouver ici. Le faisceau de His, alors on a d'abord une branche principale, commune, et ensuite ça va se séparer en deux branches pour aller vers les ventricules gauche et droite. La dernière partie est donc ce qu'on va retrouver vers les ventricules gauche et droite, mais également vers la pointe du cœur, vers l'apex, et ça remonte également ici sur le côté. C'est ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. Donc l'ensemble de ces 4 zones, nœud sinusal, nœud septal, faisceau de His, réseau de Purkinje, s'appelle le tissu nodal. Donc la notion de nodal, nœud, comme on peut le retrouver ici dans les appellations nœud sinusal et nœud septal. Comment fonctionnent ces cellules nodales? Et quel est le rapport entre ces cellules nodales et les principales cellules du cœur, à savoir les cellules musculaires? Donc, vous aviez des expériences analysées. On va les lire ensemble. Alors, les expériences suivantes permettent de comprendre la différence fonctionnelle entre les cellules nodales et les myocytes cardiaques. Les cellules notées A, donc cellules musculaires, sont mises en culture. Ces cellules sont incapables de se dépolariser, c'est-à-dire de créer un message nerveux, potentiel d'action, et de se contracter. Autrement dit, on comprend avec cette expérience que les cellules musculaires cardiaques roses ici, toutes seules, quand on met que elles en culture, ne peuvent pas créer de message nerveux, puisqu'elles ne peuvent pas se dépolariser, et ne peuvent pas non plus se contracter. Qu'en est-il des cellules B? Les cellules B, quand on les met seules en culture, elles sont incapables de se contracter, mais elles arrivent à se dépolariser. Alors, réfléchissons un petit peu. Pourquoi les cellules B sont incapables de se contracter? Tout simplement parce que ce ne sont pas des cellules musculaires. Ce sont des cellules souches d'origine embryonnaire, donc incapables de se contracter. Toutefois, elles sont capables de se dépolariser. Ça veut dire que toutes seules,
elles peuvent créer un message nerveux. Dépolarisation, début d'un potentiel d'action. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous donne une notion du rôle des cellules B, hein, une notion qui nous fait penser quand même à un rôle nerveux. L'expérience 3. Si on va mettre les cellules A avec les cellules B, on les mélange, on voit que les cellules sont capables de se dépolariser seules, donc les cellules B sont capables de se dépolariser seules, mais seulement les cellules A sont capables de se contracter. Donc, les cellules A, quand elles étaient seules ici, ne pouvaient pas se dépolariser ni se contracter. Quand on les met en présence des cellules B, elles sont capables de se contracter. Ça nous donne des informations sur les cellules A et B, mais également leur fonctionnement ensemble. Vous aviez des propositions à entourer. Alors, les cellules A sont capables de se dépolariser seules. La réponse est non, on l'a vu ici. Pas incapables de se dépolariser. De se contracter seules, non, toujours avec l'expérience 1. Sont capables de se contracter en présence des cellules B, oui, c'est l'expérience 3 qui nous le montre. Les cellules B sont capables de se dépolariser seules, oui, c'est l'expérience 2 qui nous le montre. De se contracter seules, non, on a dit que ce n'étaient pas des cellules musculaires. Elles sont capables de se contracter en présence des cellules A, non, puisqu'on nous dit que quand on met A et B en présence, seules les cellules A se contractent. Donc les deux réponses étaient ce que j'ai mis en rouge, hein, se contracter en présence des cellules B et se dépolariser seul. On peut donc répondre à la question 5, en déduire le lien entre les cellules nodales et les cellules musculaires. Les cellules nodales se dépolarisent spontanément et poussent les cardiomyocytes à se contracter. Ça veut dire que les cellules nodales vont pouvoir créer un message nerveux, se dépolariser, et quand elles vont faire ça, elles vont pousser les cellules musculaires qui sont autour, dans les oreillettes, dans les ventricules, enfin en surface, elles vont pousser toutes ces cellules musculaires à se contracter. Donc pour simplifier, ça veut dire que les cellules nodales créent un message nerveux qui provoque la contraction des cellules musculaires. On va donc essayer maintenant d'en savoir un petit peu plus sur ce fonctionnement. Puisqu'on a vu que les cellules nodales étaient réparties en 4 endroits dans le cœur, nœud sinusal, nœud septal, faisceau de His, réseau de Purkinje, on va essayer de comprendre comment elles fonctionnent. Vous avez donc une série d'expériences à analyser sur le rôle des cellules nodales. Donc, pour le lot 1, on ne fait pas de manipulation. Voilà, on a le cœur. On voit que le cœur bat à un rythme de 100 battements minutes. Voilà. En gros, quand on n'a pas touché ni aux cellules nodales ni aux cellules musculaires, le cœur fonctionne. Alors ici, dans l'expérience, a un rôle de 100 battements par minute. Ça peut être 120 battements aussi, puisque dans l'expérience isolée, ça allait jusqu'à 120 battements. Deuxième expérience, je détruis toutes les cellules nodales. Et là, le cœur cesse de battre. Ça nous prouve bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour que le cœur puisse battre et donc se contracter, il a besoin des cellules nodales. Il a besoin du tissu nodal. Il faut que ce tissu se dépolarise, c'est-à-dire crée un message nerveux. Maintenant, si on continue l'expérience, donc on reprend un cœur qui fonctionne normalement à 100 battements par minute. Et cette fois-ci, on détruit les cellules du nœud sinusal, c'est-à-dire uniquement ces cellules ici. Les autres cellules ne sont pas détruites. Quand on fait ça, on voit que le cœur continue à battre, mais à un rythme différent, puisqu'on vous dit dans l'expérience que le cœur bat à 70 battements par minute. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que quand le nœud sinusal est là, le cœur bat à 100 battements. Autrement dit, le nœud sinusal, qui est le premier et le point de départ du tissu nodal, il va créer des messages nerveux
voilà, qui vont permettre 100 contractions par minute. Donc en gros 100 messages nerveux par minute. Quand ce nœud est détruit, on pourrait croire que le reste ne fonctionne plus. Mais non, quand le nœud est détruit, le reste fonctionne. Attention, cependant, ça fonctionne à un rythme plus faible, 70 battements par minute. Ça veut dire que lui, il crée des battements à la raison de 100 par minute. Quand il est détruit, il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais du fonctionnement. Le nœud qui va prendre le relais, c'est celui-ci, le nœud sinusal. Et il va envoyer des messages nerveux pour dépolariser et donc contracter le cœur, mais plus lentement, 70 battements par minute. Maintenant, si je détruis le nœud septal en gardant le nœud sinusal normal, c'est-à-dire je détruis le nœud septal, mais lui il fonctionne, je vais remarquer que les oreillettes vont se contracter à 100 battements par minute, tandis que les ventricules vont se contracter à 50, donc beaucoup plus faiblement. Ça nous montre que quand le nœud septal est détruit, mais que le nœud sinusal est toujours là, le nœud sinusal est capable d'envoyer, comme d'habitude, des messages nerveux à raison de 100 par minute. Cependant, puisqu'il n'y a plus de nœud septal, ces messages nerveux ne peuvent pas arriver au reste du cœur. Donc le reste du cœur ne peut pas se contracter à 100 battements par minute. Quand le nœud septal n'est plus là, heureusement, c'est le faisceau de His qui prend le relais et qui est lui aussi capable de se dépolariser, mais beaucoup moins vite que le nœud sinusal. Il se dépolarise à 50 battements. C'est pour ça qu'on voit que les oreillettes se contractent à 100 battements minute, alors que les ventricules ne se contractent qu'à 50. Alors que si je reprends la toute première expérience, quand tout est là, tout fonctionne, le cœur entier se contracte à 100. Donc ça veut dire que lui, il est capable d'imposer un rythme de 100 battements minute. Lui, il est capable d'imposer un rythme de 70 battements minute. Mais quand il n'est plus là, c'est le faisceau de His, donc le numéro 3, le réseau de Purkinje, le faisceau de His, le numéro 3, qui lui impose un rythme de 50 battements minute. Donc tout le monde est capable de se dépolariser, mais le plus fort quand même, c'est le nœud sinusal, c'est lui le chef d'orchestre. Enfin, si on détruit le faisceau de His, on voit que la contraction des oreillettes se fait normalement, parce que le nœud sinusal est toujours là pour imposer ses 100 battements, mais le message ne peut plus passer vers le bas, et donc les ventricules ne reçoivent plus le message nerveux de se contracter. Heureusement, le réseau de Purkinje prend le relais à un rythme beaucoup plus faible, 10 battements par minute. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici dans la correction que vous allez pouvoir recopier.